Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. La Californie atteint le seuil d'1 million de véhicules rechargeables. Toyota revient avec la BZ4X. La Kia EV6 nommée voiture de l'année en Europe. Les Canadiens ont un enthousiasme prudent envers les véhicules électriques. Siemens travaille avec Ford pour développer une borne bidirectionnelle. GM et POSCO Chemical construisent une usine à Bécancour. La nouvelle chronique Tesla de Laurent Gigon. Les réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle des véhicules propres. Et en grande entrevue, 4 propriétaires de véhicules Ioniq 5 nous parlent de leur enthousiasme face à leur nouveau véhicule. Je dormirais dedans, mais ma femme serait fâchée. On oublie ça. Tout ça et bien plus encore dans la 121e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines, 2 semaines avec une météo en dents de scie. Il fait très froid, il fait plus chaud, ça fond, ça regèle, on en a pour tous les goûts. Peut-être signe précurseur que le printemps s'en vient puis on s'en plaindra pas. Je pense qu'on a eu un hiver assez solide, assez costaud. Et puis là, on va apprécier de voir apparaître dans les prochaines semaines les températures un peu plus clémentes. Écoutez, un épisode aujourd'hui, une émission super intéressante. On a plein de choses à vous parler, des chroniques assez intéressantes également. J'en profite peut-être pour vous dire que plusieurs l'avaient demandé. Vous avez maintenant un canal pour nous laisser, nous poser des questions, une question vocale, donc que vous allez enregistrer chez vous. C'est très simple, vous allez tout simplement à question.silenceonroule.com. Question.silenceonroule.com. Et là, vous allez avoir la possibilité là, de cliquer sur un bouton pour démarrer et enregistrer votre question. Vous allez la dire verbalement et puis ça va nous l'envoyer et puis on pourra la faire jouer et y répondre en ondes. Donc, parfois, ça sera c'est possible de nous laisser une question générale qui est en lien avec les voitures électriques, bien entendu, qu'on pourra répondre. Mais parfois, on va également, lorsqu'on a certains invités, vous proposer de poser vous-même des questions à nos invités. Donc, les questions seront jouées à nos invités et ils pourront y répondre. Donc, je pense que c'est une façon intéressante de mettre un peu d'interactivité dans Silence on roule et de vous permettre de poser directement vos questions, que ce soit à nous ou à nos invités. À titre d'exemple, voici une question qui nous a été posée cette semaine. Bonjour, mon nom est Steve. J'ai donné 2 dépôts sur des véhicules, sur un Outlander PHEV 2023 et un Nissan Ariya. J'ai la chance d'être dans les 5 premiers dans les 2 cas, donc j'imagine grosso modo au courant de l'automne, j'aurai accès à ces véhicules-là si tout va bien. Je voulais savoir, selon vous, étant donné l'évolution ultra rapide des capacités des batteries, est-ce qu'un véhicule 100% électrique d'aujourd'hui, comme exemple la Ariya avec un 80 aux alentours de 90 kWh et 400 km d'autonomie, va être beaucoup plus désuet dans 7-8 ans, parce que je veux garder mon véhicule 7-8 ans, que tout simplement un hybride branchable qui va toujours avoir à peu près sa même autonomie, sans être devin là-dedans. Je sais qu'on n'est pas devin, on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve, mais je voulais savoir qu'est-ce qui serait peut-être le plus intéressant à long terme. Les 2 véhicules me conviennent. Je vais être quasiment, même avec un hybride branchable, je serais quasiment à 95% en mode électrique, toujours quand que la température le permet. Tout d'abord, merci pour la question, Steve. C'est très pertinent, en fait, comme question. Il faut savoir que, en fait, si vous parlez de maintenir une valeur, donc au bout d'un certain nombre d'années, vous allez vouloir revendre l'un ou l'autre des véhicules, est-ce qu'un hybride branchable va représenter une valeur plus grande qu'un 100% électrique, surtout si c'est un véhicule de grande autonomie comme celle dont vous parlez, donc la Ariya?
Moi, je penserais que non. En fait, il faut savoir que plus on va se rapprocher de la date butoir de 2035, plus il va devenir difficile de vendre un véhicule qui fonctionne à l'essence parce que le marché ne permettra plus de vendre de véhicules neufs à essence. Donc, vu qu'il n'y aura plus de véhicules neufs à essence, ils vont devenir moins populaires. Ça risque d'avoir également un effet sur les véhicules hybrides branchables ou entre les véhicules qui utilisent encore de l'essence, même si la revente de véhicules usagés qui consomment d'essence va être quand même permis. Mais je ne crois pas que les véhicules hybrides branchables vont maintenir une valeur de vente très grande au fil du temps si on les compare avec la valeur d'un véhicule 100% électrique. Maintenant, en ce qui a trait à l'autonomie du véhicule, vous risquez de perdre évidemment quelques kilomètres d'autonomie au fil du temps, mais jamais assez pour perdre une valeur de revente qui pourrait être intéressante pour vous. L'honneur de la guerre, c'est de vous assurer que la Nissan Ariya aura un système de thermorégulation meilleur que les véhicules Nissan précédents qui, eux, étaient grandement affectés par la température et qui avaient une dégradation un peu plus rapide que les autres modèles sur le marché, qui pour la plupart maintenant sont bien thermorégulés. Donc, en partant du principe que l'Ariya sera bien thermorégulée, il ne devrait avoir aucun problème pour y aller avec cette voiture-là et vous débarrasser définitivement d'un véhicule qui consomme de l'essence et qui, bien sûr, aura les avantages de la double motorisation, mais en aura également tous les inconvénients. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Les conducteurs californiens ont maintenant acheté 1 million de véhicules rechargeables selon des données recensées dernièrement par la California Energy Commission. La mise à jour qui a été faite dernièrement par le groupe de défense de véhicules électriques Veloz célèbre le premier million de véhicules électriques vendus dans un État. Mais ce n'est pas tout à fait 1 million si vous pensez uniquement à des véhicules tout électriques. Le total cumulé de 1,054 million de véhicules comprend 379 000 hybrides rechargeables qui peuvent être utilisés avec des moteurs à essence ou moteurs électriques, ainsi que près de 12 000 véhicules à pile à combustible. Ainsi, les Californiens ont acheté un total de 663 000 véhicules tout électriques jusqu'à la fin de 2021, dont 183 900 ventes au cours de 2021. Nissan affirme que son usine d'assemblage de véhicules de Canton dans le Mississippi deviendra le centre de production de véhicules électriques aux États-Unis. La société restructure une nouvelle technologie de fabrication dans cette usine qui lui permettra de lancer la production de 2 tout nouveaux véhicules électriques. L'usine d'assemblage de véhicules de Canton, qui a ouvert ses portes en 2003, fabrique actuellement la Nissan Altima, Frontier et Titan. Nissan prévoit investir 500 millions de dollars américains pour adapter l'usine à la production de véhicules électriques et souhaite entreprendre cette nouvelle production dès 2025. Toyota est sur le point de réintégrer le segment des véhicules tout électriques avec le multisegment BZ4X 2023 dont le style avant-gardiste se distingue des VUS à essence de Toyota. Le modèle à traction avant ou à traction intégrale sera proposé
en premier en offrant une autonomie de 400 km. La version de production du BZ4X devrait arriver dans les salles d'exposition de Toyota fin juin 2022. Elle rejoindra alors un groupe croissant de VUS électriques de masse, incluant la Chevrolet Bolt EV, le Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Kona électrique, le Kia Niro, la Model Y, la Tesla, la Volkswagen ID4, la Ioniq 5 et on en passe. On ne connaît pas encore les prix canadiens, mais l'estimation des coûts en dollars américains pour la version XLE serait de 37 000 $ américains et pour la version Limited de 42 000 $ américains. Alors qu'elle vient tout juste de sortir ici, la toute nouvelle Kia EV6 2022 remporte le prix de la voiture de l'année en Europe. La Kia EV6 a été élue voiture de l'année, un prix qui permet aux journalistes automobiles de 23 pays européens de sélectionner la meilleure nouveauté parmi les véhicules des 12 derniers mois. En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le jury a décidé de ne pas compter les votes des délégués russes, mais malgré ce fait, les organisateurs ont précisé que ces votes n'auraient pas modifié le classement du vainqueur ou des seconds vainqueurs. La Kia EV6 a remporté le prix cette année et obtient 279 points des jurés. Celle-ci devance la Renault Mégane E-Tech électrique avec 265 points. La Hyundai Ioniq 5 a terminé troisième avec 261 points. L'électrification des transports est le plus grand changement survenu dans l'industrie automobile au cours des 100 dernières années. Mais un récent sondage indique que les Canadiens ont un enthousiasme prudent envers les véhicules électriques. Alors que seulement 4 % des Canadiens possèdent actuellement un véhicule électrique, près de la moitié, 49 %, sont plus susceptibles d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui qu'il y a un an, avant la pandémie, selon KPMG dans le cadre de l'enquête sur l'automobile 2022. Au Canada, 71 % envisagent d'acheter un véhicule électrique la prochaine fois qu'ils achèteront un véhicule. Mais plusieurs préoccupations les retiennent, incluant le temps nécessaire pour recharger un véhicule aux performances de la batterie en hiver. Bien que l'anxiété liée à l'autonomie soit toujours une préoccupation pour les Canadiens qui envisagent d'acheter un véhicule électrique cette année, l'anxiété est tranquillement remplacée par les problèmes de recharge à mesure que le marché mûrit et que les besoins d'infrastructures de recharge publique pour les véhicules augmentent. Siemens eMobility travaille avec Ford pour développer une borne de recharge personnalisée pour les prochains F-150 Lightning. La Ford Charge Station Pro est une borne de recharge de niveau 2 bidirectionnelle certifiée UL qui offre une puissance de pointe de 19,2 kW. La Ford Charge Station Pro est nécessaire pour activer le Ford Intelligent Backup Power, un système qui permet au F-150 Lightning d'être utilisé comme source d'alimentation pendant les pannes. À l'avenir, selon Siemens, des fonctionnalités supplémentaires seront à la disposition des utilisateurs via des mises à jour du micro-logiciel qui aideront les clients à interagir encore plus avec le réseau. GM ainsi que POSCO Chemical ont annoncé qu'ils collaborent avec les gouvernements du Canada et du Québec pour construire une nouvelle usine à Bécancour au Québec dont le coût est estimé à 500 millions de dollars canadiens. Cette nouvelle usine produira des matériaux actifs de cathode pour les batteries Ultium de GM, qui alimenteront entre autres des véhicules électriques comme le Chevrolet Silverado EV, le GMC Hummer EV et le Cadillac Lyriq. GM et ses fournisseurs partenaires créent un nouvel écosystème plus sécuritaire et plus durable pour les véhicules électriques, fondé sur les ressources, la technologie et l'expertise de fabrication nord-américaine. On sent donc le besoin de s'éloigner un peu de la dépendance des marchés asiatiques. Le développement des produits mondiaux et l'achat de la chaîne d'approvisionnement sont très importants et le Canada joue un rôle important pour notre avenir tout électrique et nous sommes reconnaissants du soutien solide que nous avons reçu des responsables locaux, provinciaux et nationaux pour développer une chaîne de valeur de véhicules électriques axée sur l'Amérique du Nord, a déclaré GM. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle chronique. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Bien, je vais vous parler pas du prix de l'essence, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs qui en parlent, mais en tant que tel, c'est un peu de ça qu'on va parler. On va parler surtout comment on peut être perçu des fois en tant que propriétaire d'un véhicule électrique. Vous savez, moi, là, je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on dirait que j'ai comme deux genres de personnes là, qui m'accompagnent. Là. Donc, d'un côté, il y a des gens
un véhicule électrique, c'est carrément de la chenoute, c'est pas bon, ça sera jamais bon, j'en achèterai jamais. Puis de l'autre côté aussi, on a complètement, l'envers, l'autre côté. Donc des gens qui pour lesquels c'est pas mieux, donc c'est pas plus correct. T'as un véhicule électrique, tu parais bien, mais malheureusement, dans la réalité, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire. Donc aujourd'hui, je vais essayer encore une fois de décortiquer ça et de dire à ces deux genres de personnes-là, ces deux groupes-là, qui sont carrément dans le champ. Donc, c'est la seule chose que je peux leur dire. Donc, j'ai lu dans la revue Nature qui a publié une étude de la Yale School of the Environment. Donc, il y avait 4 chercheurs. Ils ont fait le tour au complet là, de tout ce qui peut rentrer donc dans la production d'essence, la production d'électricité, la production du véhicule en tant que tel, que ce soit un véhicule électrique ou un véhicule à essence. Et la conclusion à laquelle il arrive, c'est que la chaîne d'approvisionnement des véhicules à combustion, elle est tellement sale. Donc, la chaîne d'approvisionnement, c'est tout ce qui rentre en ligne de compte pour la production de pétrole, la production d'essence et tout ce qui vient avec. Donc, la chaîne d'approvisionnement des véhicules est tellement sale, les véhicules à combustion, que les véhicules électriques ne peuvent pas les surpasser, même si on tient compte des émissions indirectes. Et les émissions indirectes, par rapport à un véhicule électrique, ben c'est la production d'électricité. Okay? Donc, on sait que nous autres, ici au Québec, on a une production qui est vraiment propre, là, très bonne. Je vais vous donner les chiffres. Donc, ce qu'ils disent en tant que tel, c'est que la préoccupation majeure là, des gens qui sont un peu contre les véhicules électriques vont dire que l'extraction, le traitement des matières premières, la fabrication des batteries, c'est loin d'être propre. Donc, c'est exactement moi ce que j'entends. Lorsqu'on évalue donc les émissions qui sont produites de façon indirecte, qui inclut la production d'électricité pour recharger les véhicules électriques, donc on a ici là, les chiffres aux États-Unis, on parle d'une production d'environ 66 à 86 grammes de CO2 par kilomètre parcouru pour un véhicule électrique en 2020. Donc, ça veut dire que chaque véhicule électrique, à chaque fois qu'il parcourt 1 kilomètre, ben, les émissions pour la production d'électricité sont de 66 à 86 grammes de CO2. Je suis allé vérifier, là, nous autres ici au Québec, en tant que tel, ce que ça nous donne de production, c'est que pour chaque kilomètre parcouru au Québec, nous, on a 5 à 8 grammes de CO2. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une énorme différence. Donc, eux autres ont fait l'étude avec les chiffres des États-Unis. Donc, pour la production d'électricité, 66 à 86. Ils disent que malgré cela, même s'il y a autant de grammes de CO2 qui est produit avec la production d'électricité, bien, c'est encore meilleur que ce qu'un véhicule à essence va donner. Et ici, imaginez, là, on est à 5 et 8 grammes de CO2. Pourquoi 5? Pourquoi 8? Bien, c'est parce que l'hiver, un véhicule électrique, vous le savez, pour la même réserve d'énergie dans son réservoir, va faire moins de kilomètres. Donc, c'est là que l'hiver, en tant que tel, on émet un peu plus de CO2 dans l'atmosphère, pas directement du véhicule. Là, c'est pas des émissions directes, c'est des émissions indirectes. Justement, les émissions directes. Donc, les émissions directes, on parle d'environ 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Comment ça se fait? 250 grammes de CO2 par kilowattheure, alors qu'on parle d'un véhicule à essence. Bien, c'est que en tant que tel, on a pris l'équivalent parce que c'est en énergie. Donc, l'énergie que donnerait mettons, 1 litre d'essence, bon, on l'extrapole en kilowattheure parce qu'on calcule l'énergie. Pour vous donner un petit aperçu, un moteur d'un véhicule à essence là, qui produit 160 HP est l'équivalent environ de 128 kW. Donc, ça vous donne environ là, un peu là, combien qu'on peut avoir de force dans un moteur. Donc, un moteur, on prend l'ensemble des moteurs et on calcule ça. Et on est arrivé qu'un moteur va émettre environ 250 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, quand on regarde ça avec ce que les émissions donnent directement, et on ajoute à ça les émissions indirectes, là, ça devient assez phénoménal. Et on dit que les émissions indirectes, donc
la flotte américaine, juste la production d'électricité, la production de pétrole, représente 26% des 1,5 gigatonnes. OK? Donc, 1,5 gigatonnes qui est causé par la flotte juste aux États-Unis. OK? Donc, si vous calculez dans le monde, ça devient assez phénoménal. Donc, vous voyez qu'avec nos chiffres, on sait déjà que oui, les véhicules électriques, donc émissions directes et émissions indirectes, donc la production d'électricité, est déjà plus propre que la chaîne au complet, donc l'approvisionnement en essence, l'huile qui va bien sûr dans le moteur et les émissions qui sont directes. Donc c'est vraiment quelque chose là, il faut que les gens se rendent ça dans la tête là, une fois pour tout là. Et aussi, on parle que si on mettait un prix, donc on sait déjà qu'il y a un prix pour les émissions de carbone qui sont vraiment pas représentatives du coût réel. Donc, si on avait un coût réel, ça serait, je vous dirais, 10 fois probablement le coût qu'on a présentement. Donc, lorsqu'on calcule le coût pour la production de carbone, donc autant les émissions directes que indirectes. Donc, on évalue que d'ici 2040, il resterait plus un seul véhicule à essence. Parce que le prix de l'essence, là, qui est en ce moment, je pense, d'1,80 aux environs, là, serait plus aux environs de 3 $ le litre. Donc, imaginez là, que vous iriez remplir un petit véhicule avec 50 litres d'essence. Puis à chaque litre, vous payez 3 $ ou aux environs, mettons même 2,50 $. Je suis pas certain que vous le garderiez longtemps. Donc, c'était ma chronique cette semaine. Je veux aussi ajouter, c'était partagé sur le site de l'AVEC, donc je remercie les représentants. J'ai fait des capsules pour expliquer justement, on voit là, qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques, malgré que les manufacturiers en offrent pas beaucoup. Donc, on a eu quand même des bons chiffres de vente cette année. Donc, j'ai fait des capsules. Donc, il y en a 7 qui vont être produites. J'en ai déjà produit 3. La première est concernant la recharge à domicile. La deuxième est la recharge sur la route. La troisième est le calcul de l'autonomie. Donc, il va en avoir d'autres qui vont être produites. Vous pouvez aller les voir directement sur ma chaîne YouTube. Donc, recherchez mon nom, Claude Gauthier. Vous allez voir la chaîne YouTube qui explique là, par rapport à c'est quoi posséder un véhicule électrique puis comment on fonctionne avec ça. Donc sur ce, je vous remercie et à la prochaine. Ah ben la voisine, t'as acheté une voiture électrique? Ben oui, j'ai finalement fait le saut! Hey, je regrette pas une seconde! Moi, ce qui me retient, c'est de gérer recharge. Je connais rien là-dedans. Je suis même pas certain que mon entrée électrique est suffisante pour accepter une borne. Ah, mais j'étais comme toi, hein? Mais je me suis donné la vie facile. J'ai fait affaire avec Hydro-Solutions. Hydro-Solutions? C'est pas les réservoirs d'eau chaude, les autres? Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge, avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Pour vrai, c'est aussi simple que ça. Absolument. Ils font tout. Valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48 mois. Je t'avoue que ça change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai le goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service? Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolutions.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. Essaie-le, t'as tout à gagner. Hydro-Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, on parle de Ioniq 5 avec des propriétaires et je pense que c'est la fois où il y a le plus de monde dans le studio. Finalement, on est serré. Donc, j'ai avec moi plusieurs invités. Franco Huard. Salut, bonsoir, Franco. Ça va très bien, merci. Denis Dupont. Yes. Salut, Denis. On a Rémi Bellemare. Bonjour. Et on a Édric Pierre-Louis. Bonjour, Édric. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire le tour de la question de la Ioniq 5, mais du point de vue d'utilisateur. Donc, c'est pas des commentaires de journalistes, là. C'est des commentaires de personnes qui l'ont, qui l'essayent, qui roulent avec, puis qui ont commencé à se faire une idée sur leur véhicule. Tout d'abord, messieurs, vous savez votre véhicule depuis quand? Ça fait combien de temps, Franco? Moi, en fait, je pense que je l'ai eu fin janvier.
Fait Fin que, janvier. dans le bout du, je pense, comme certains, le 25 janvier, dans ce bout-là. Messieurs, vous autres, c'est dans la même période de temps? Ouais, moi, c'est le 15 janvier. Ouais. Moi, c'est environ le 10 janvier. 10 janvier, tout au début janvier. 24. 24, bon. Toutes des voitures du mois de janvier. Ils ont tous le même signe zodiac. C'est probablement toute la même batch en plus qui est passée. Vos voitures, ils ont C'est toutes ça. le même... Chez Soré? Hein? Chez Soré Hyundai? Non, moi, je l'ai eu à Laval, la Cheminée Hyundai. Donc, est-ce que c'est votre première voiture électrique? Toi, Franco, je sais que c'est ta première. Oui, puis c'est à cause de toi. Tu m'as influencé en plus C'est comme pour ça. avoir une voiture de même. Fait que, C'est comme ça. Écoute, c'est parce que je voulais être sûr d'avoir quelqu'un qui viendrait faire l'entrevue aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai influencé. Toi, c'est pas, Denis, c'est pas ta première. Oui, c'est ma première. C'est ta première? Ok, Oui, je pensais que c'est t'en ma avais une première. avant. Puis c'est mon premier véhicule qui a de la technologie à l'intérieur. À l'intérieur? Oui. Rémi, toi, c'est pas ta première. Non, moi, c'est ma troisième. J'ai eu une Leaf de première génération, une Bolt, puis maintenant la Ioniq 5. OK. Donc, tu peux comparer. Tu vas pouvoir comparer avec les voitures que tu as. Et toi, Edric, est-ce que c'est ta première voiture électrique? Vraiment première, sauf que ça fait une dizaine d'années que je pense. OK. Donc, la décision t'est mûrie. Oui, surtout en voyant le modèle. Effectivement, c'est un modèle. Et surtout ma shape. C'est vrai, les gens ne voient pas, mais... La Kona, là... c'est acéré. Il y a de l'espace. Donc, maintenant que vous avez le véhicule, moi, je veux avoir vos impressions. Avant, pour être certain, est-ce que tout le monde... On sait premièrement qu'il y a des 4 roues motrices, puis il y a des propulsions. Ouais. Qui a un 4 roues motrices? Oui, Denis. Denis, toi, et les autres, vous avez toutes des propulsions. Exact. Donc, c'est important. Si on compare des trucs, on va savoir de quoi on parle. Vos premières impressions, messieurs, là, en vrai que, là, mettons, là, l'émotion, là, ce qui vous vient du cœur, là... Moi, là, si je peux commencer, j'adore vraiment la voiture. Pour moi, c'est un charme, c'est le fun de conduire avec et tout ça. Mais j'ai quand même quelques petites déceptions, là. Puis c'est peut-être à cause que, justement, je suis brand new là-dedans, tu sais, je suis tout nouveau. Mais les wipers, je suis pas capable. Je veux dire, pour moi, le par défaut, j'ai eu tellement de problèmes avec, il va falloir que j'y échange déjà par défaut. Je pense qu'ils sont trop cheap. Je sais pas trop. Ils ont de la misère à essuyer. Puis le fameux, je pense que c'est le wiper gate tout ça en arrière, là. Je m'en suis jamais rendu compte quand j'étais allé faire l'essai en voiture. Il pleuvait pas, il neigeait pas, tout était bien beau. J'ai pas réalisé qu'il y avait pas de wiper nécessairement en arrière, mais depuis que je conduis puis que je vois rien, là, c'est quand même assez difficile. Mais sinon, en part de ça, la conduite, là, ça va super bien. Ça va comme un charme. Je continue à l'apprendre, comme certains ici. Là, il y a plein d'options. J'étais habitué d'avoir plein de pitons un peu partout que je peux peser pour mes affaires. Puis là, pour chauffer l'auto, il faut que j'aille sur l'ordinateur d'abord, je sélectionne le heating. Il y a des affaires, il faut que je m'habitue. Mais sinon, ça va super bien. Là. Pour les sièges chauffants, volants chauffants, je l'ai découvert par hasard. Il y a le bouton Warmer en bas. Hein? Tu pèses sur Warmer, Oui. ça t'apparaît direct à l'écran. Climate, ça t'apparaît Warmer. Tu C'est pèses une siège. clinique, mesdames et messieurs. C'est Ici, on ça. va en apprendre ce soir. On va en apprendre On est ce en soir. thérapie de voiture électrique. Là, Oui. Mais moi, c'est un ami qui m'a demandé à quoi ça sert. Puis je fais, je vais peser dessus. Puis je fais, oh mon Dieu. Ils ont pensé à tout. Oui. Et toi, Ouais. Denis, t'as tes... Ouais, moi, je suis très satisfait. Là. Je passerai mon temps tout le temps dedans. Là. On a regardé ça, le kilométrage que tu as fait. Tu as à peu près ton auto en même temps que les autres, mais tu as comme 3 fois le kilométrage des autres. Fait que t'es pas mal toujours dedans. C'est vraiment... Puis, pour dire, à date, je suis rendu environ à 70 $ de recharge que ça m'a coûté autre que charger chez nous. Là. Mais ce qui m'a bien impressionné de mon véhicule, c'est vraiment la puissance. Là. Je m'en vais... Je me promène à Montréal avec ça, puis j'ai l'impression que les autres, ils roulent tous 70, puis je suis pas fier de la travers tout le monde, puis ça n'a aucun sens. Là, ils me poussent des cornes. Là. Le mode sport est vraiment le fun. Là. Quand tu pèses dessus, là, c'est... Je n'ai même pas besoin. Et toi, Rémi, tu as l'impression de la conduite de ce véhicule-là, mais tu as quand même un comparatif avec d'autres voitures électriques avant. Comment tu décrirais à quelqu'un qui a déjà une voiture électrique puis qui songe à la Ioniq 5, qu'est-ce qui distingue ce véhicule-là par rapport aux autres véhicules électriques? C'est sûr que comme moi, j'ai une propulsion, c'était une petite inquiétude que j'avais au début, parce que de passer d'une traction à une propulsion, mais finalement, la traction va beaucoup mieux qu'un Bolt dans la neige. Ça, ça se compare même pas. Là. Même avec la Leaf, il n'y a rien à comparer. Là. Ça va vraiment mieux. Puis les autres voitures, le confort des sièges...
c'est vraiment mieux que la Bolt, ça a été reconnu. Là. Ma Bolt, moi, que j'ai eue, je l'ai achetée usagée, puis elle avait les sièges rembourrés déjà. Mais la Ioniq 5 est vraiment plus confortable, beaucoup plus spacieuse, et plus spacieuse aussi que la Leaf, là, quand même. Là, la Leaf, c'est quand même une voiture qui est très spacieuse, mais la Ioniq 5, c'est beaucoup plus grand. Maintenant, toi, Edric, parle-nous donc de tes feelings. Tantôt, t'es arrivé, puis t'en avais de l'émotion par rapport à cette voiture-là. C'est mon premier. Ça fait, comme je disais, une dizaine d'années qu'il en roule. Mais jamais un véhicule a assez d'espace pour que je file bien dedans. Dernièrement, je suis passé d'un Edge all-wheel drive à ça. J'ai toujours conduit des autocars, des autobus qui font le voyage et tout. Puis ce que j'aime avec ce véhicule-là, c'est de faire de la drift. Dans la neige, je m'amuse comme un enfant, sauf quand ma femme est là. Puis le premier temps, c'était une question de feeling. Là. Je pesais sa pédale, je savais que c'était instantané. Je voulais savoir comment que si les roues arrière spin, comment il va réagir. Fait que, à ce temps que je le sais depuis un mois et demi, là, je suis capable de contrôler. Il y a juste une petite chose qui me gosse, c'est quand je pars mon véhicule pour le réchauffer, j'ai littéralement l'impression qu'il dure 3 minutes puis il s'éteint. Le chauffage parle. Puis ça, j'arrive pas à savoir comment... On va en parler tantôt parce que le préchauffage du véhicule semble avoir des je dirais pas des ratés, mais il y a beaucoup de commentaires par rapport à le fonctionnement du préchauffage qui ne semble pas satisfaire tout le monde. La technologie dans ce véhicule-là, parce que tout d'abord, quand on s'assoit dedans, c'est frappant, l'écran qui est large. Bon, c'est pas... Tu sais, une Tesla, c'est comme une tablette. Celui-là, c'est plus comme un écran sur le long. Comment vous trouvez ça, ce genre d'écran-là? Comment tu trouves ça, toi, Denis? T'es-tu habitué à ça? Ça te fatigue-tu? Non, moi, j'aime bien ça parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle s'ajuste selon la luminosité. Donc, c'est ça. Même sur Apple CarPlay aussi, ça s'ajuste. Fait que moi, je l'ai toujours mis en version noire. Fait que j'ai aucun problème avec ça. Sinon, je trouverais ça trop éblouissant, là, le blanc, même dans la journée. Là. Mais j'aime bien l'écran. Puis, je me serais perdu, je dirais, si ça aurait été juste l'écran, s'il n'y aurait pas eu de bouton en dessous, ou ce que tu parlais tantôt. Bon, ben, s'il n'y avait pas de bouton en dessous, comme des touches de raccourci dans l'écran, c'est sûr que je trouverais ça gossant d'aller chercher tout le temps dans l'écran. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand les gens parlent de la Tesla, ils disent qu'il n'y a pas de bouton, tout est dans l'écran. Les propriétaires de Tesla disent non, on s'habitue, ça va super bien, puis les boutons ne me manquent pas. Et sur les autres modèles de véhicules où on tend à rassembler des trucs dans l'écran, mais on garde encore des boutons, les gens sont tous bien contents qu'il reste encore des boutons. C'est dur à se faire une tête là-dessus, mais je comprends que vous appréciez qu'il y ait des boutons qui vous évitent d'aller dans le deuxième sous-menu pour aller chercher une fonction. Ça peut être très utile. Parlez-moi donc des poignées, le type de poignée encastrée, parce que ça aussi, au tout début des premières Tesla Model 3, beaucoup de poignées qui gelaient, puis de gens qui n'aimaient pas ce type, qui disaient que c'était pas adapté à notre climat. C'est assez semblable quand même sur la Ioniq. Comment vous... Ben, moi, c'est ça, j'ai eu un petit peu de difficulté de comprendre, parce que, oui, bon, ces derniers temps, il y a eu des tempêtes, on va se dire, puis c'est pas tous les poignées qui fermaient. Ça me gossait. Toi, Franco? Moi, j'ai eu aucun problème avec les poignées, mis à part que des fois, quand que je m'amuse à... Ben, en fait, j'essaie d'ouvrir ou de fermer la voiture. Ben là, les poignées vont s'ouvrir tout seuls, mais il y a des fois qui ne veulent pas s'ouvrir. Fait, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi qui ai le seul problème comme ça, mais à un moment donné, il fallait que je m'ostine vraiment à peser quelques fois pour que finalement, les poignées décident d'ouvrir, tu sais. Fait que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, puis ça va arriver surtout quand que je passe à côté de la voiture. Là, la voiture va savoir que je suis là, elle va ouvrir les poignées, puis là, je repars, elle referme les poignées. Mais si je réessaye de ressortir les poignées, là, ça marchera pas. Il va falloir vraiment que je gosse pour être capable de réouvrir ces poignées-là. Fait que c'est ça le problème que moi, j'ai eu à date. Avez-vous eu les mêmes problèmes, toi? Moi, comme lui, il dit, quand je passe à côté, oui, ils sortent. Mais il semblerait qu'au bout de, je pense, 15 ou 20 secondes, c'est supposé se refermer. Puis moi, les miennes ne se referment jamais. Je n'ai pas trouvé encore... Tu l'actives dans l'écran. Ah, c'est dans l'écran? C'est dans l'écran. Il y a un bouton pour dire de fermer automatiquement les poignées après, sinon ils restent ouvertes.
OK. Parce que là, je le referme toujours avec mon porte-clés, moi. Puis, Moi, je sens qu'après l'entrevue. Il va y avoir un webinaire là-dessus. Ouais, vous allez avoir un webinaire tout autour de vos autos. Parce que dans mon stationnement, là, il y a 4 Ioniq 5. Ça fait un peu spécial. Je sais pas si on appelle ça une Ioniq 20 quand il y a 4 Ioniq 5. T'as 200 000 $ de char en face de chez vous, je peux te le dire. Ouais. Ben, j'ai déjà fait des entrevues avec des Porsche, puis il y avait ça dans une auto. Je vais poser ma question à Rémi parce que tu as eu d'autres voitures avant. On sait que pour la majorité des manufacturiers, peut-être à l'exception de Tesla, les applications mobiles, on sent que c'est pas leur core business. Maintenant, l'application que vous utilisez pour la Ioniq 5, comment tu la décrirais ou tu la comparerais aux autres applications que tu as connues, soit, mettons, celle de ta Leaf ou... Beaucoup plus rapide. Ouais. Oui, Chevrolet, l'application Chevrolet, c'est pas pire. Elle fonctionne comparativement à celle de Nissan. Nissan, elle fonctionne quand elle veut. T'es chanceux quand ça fonctionne. Mais Chevrolet, tu demandes une action puis tu peux t'en aller. Ça va prendre 1 minute avant que ça se fasse, là, ou 30 secondes. C'est long. Là. L'application Chevrolet, c'est très long. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints de l'application parce qu'on est habitué à des applications qui répondent rapidement. Puis la celle de Tesla, elles aussi ont des bugs. Là. Je connais plusieurs propriétaires de Tesla, puis c'est pas nécessairement non plus tout beau et tout parfait. Là. Ceux qui ont des téléphones Android avec l'application Tesla, ça fonctionne pas tout le temps. Il y en a qui sont même pas capables de l'utiliser. Tandis que, en tout cas, moi, avec mon téléphone Android puis l'application BlueLink à date, ça va bien. Ça va très bien. Oui, ça prend 15 secondes avant que le chauffage démarre ou qu'il change les paramètres, tout ça, mais c'est quelques secondes. Là, c'est pas... On est l'hiver, vous avez eu votre voiture l'hiver, donc vous ne la connaissez qu'en hiver. Hein? Vous allez avoir une belle surprise au printemps, l'autonomie va augmenter, les vitesses de recharge vont augmenter. Mais on va parler de ce que vous avez vécu, qui est l'hiver, puis en même temps, c'est bon parce que souvent, les gens qui achètent une voiture l'été ont une grande déception l'hiver parce que même si on leur a dit, ils réalisent que l'autonomie descend puis ça les stresse un peu. Là, vous êtes de l'autre côté, c'est pas pire. Mais si on parle de l'autonomie, donc est-ce que tout le monde, vous avez tous la même autonomie de voiture? Non. Moi, c'est Long Range que j'ai pris. Moi aussi. Long range, mais 4 roues motrices. 4 roues motrices, donc un peu moins d'autonomie. Quelque chose, donc vous avez la même taille de batterie, mais vous n'aurez pas la même autonomie parce que, étant donné que tu as 4 roues motrices. Le mien me donne environ 300 km là, avec une full charge. Et vous autres, ça vous donne quoi? Moi, l'histoire est pas mal drôle là-dessus, parce que le moment que j'ai eu la voiture, le vendeur à l'intérieur, il dit « Regarde, c'est marqué plein 515 km. » Là, je fais comme... Il y a quelque chose qui est pas correct là-dedans. Là, une fois, j'ai vidé la batterie. Là, j'étais juste capable de recharger peut-être un maximum aussi de 300 km. Là. Puis pour moi, c'est dans mon aventure d'apprendre. Mais la première fin de semaine, je pense que je t'en ai même parlé en plus. Moi, j'avais pas encore ma borne de recharge à la maison. Fait que là, je me dis, OK, je vais aller... tout le monde dit que la Ioniq 5 peut recharger jusqu'à 350 kWh. Mais je dis, bon, mais fantastique. Là, il y avait des circuits, il y a des réseaux électriques au Québec qui offrent ça. Là, je me dis, parfait, je vais aller là. Puis là, finalement, je branche la voiture. Puis je fais au maximum 28 kWh, mais il faisait peut-être moins 25, moins 30 cette journée-là. Puis là, je me dis, Chris, c'est pas ça qu'on m'a vendu. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, après ça, je me suis rendu compte qu'il y a un mode, il y a Winter Mode qui va te permettre de vraiment de réchauffer la batterie. Mais pour moi, personnellement, ça n'a jamais vraiment super bien fonctionné. Le mieux que j'ai pu faire, c'est à peu près 88 kWh. Ça, c'est le mieux que je pouvais faire dans les bornes publiques. Mais au moins, ça fonctionne bien là, quand même, le système de recharge. Puis à la maison, j'ai le charge point que j'ai pogné là, à 11 kWh. Puis ça fonctionne comme un charme. Tu branches ça le matin. En fait, tu branches ça le soir. Puis c'est comme un iPhone. Le lendemain matin, tu peux le reprendre. Puis tu repars avec. Ouais, puis tu t'amuses. Là. Et vous autres, messieurs, l'autonomie réelle du véhicule versus ce à quoi vous attendiez. Là, je regarde, il y a 2 personnes ici que c'est leur première voiture électrique, évidemment. Quand on en a eu une ou 2 avant, on est habitué à ce phénomène-là. On s'inquiète. Moi, ça fait 10 ans. Là. Après 10 ans, je ne stresse pas l'hiver quand mon autonomie fond. Je me dis que c'est l'inverse de la neige. Ça va revenir au printemps. Mais toi, Denis, comment tu as réagi à ça? Moi, j'ai appris beaucoup avec beaucoup de stress la première semaine. Là. Donc, quand tu as vu la petite tortue? Oui, j'ai vu la petite tortue. J'étais arrivé chez nous à 0%. Puis je n'étais même pas sûr de reculer dans le garage. Puis j'étais bien juste. Puis ça a pris, je pense, 16 heures de le recharger sur une borne numéro 2 là, après. Là. Mais non, j'essaie de plus refaire ça. Là. C'est stressant. Là. Tu sais que tu n'as pas de teinte de super. Là. Moi, j'avais un Explorer juste avant. Puis quand j'allais loger mon Explorer, je faisais 18,9 litres au 100.
Puis mon frère, il a un F-150. Il me dit, hey, mon chum, je fais juste 13 litres au 100. Je l'ai regardé. Parle-moi plus de la soirée, toi. Puis quand j'ai vu... Pourtant, j'ai le long range, 488. Pourquoi j'ai 275? Là, je m'inquiétais. Là, je me disais, check bien ça, ils m'ont pas mis un long range, mais c'est réellement un short range. Là, je me faisais des scénarios dans la tête. Là, je dis, garde, va dormir, là, puis calme-toi. Et le lendemain, 275, 280, 300. Ah! OK, c'est correct. C'est beau, on va relaxer. C'est revenu. Mais juste le fait de ne pas payer de fuel. Ah oui. Parce que j'étais rendu avec mon Explorer là, que j'avais peur d'aller à Montréal. Et que finalement, ça s'est très bien passé. Je m'acclimate. On s'habitue. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, vous allez avoir, vous autres, la belle surprise de voir l'autonomie se mettre à remonter. Puis j'ai bien hâte de voir au printemps et cet été, là, des températures là, autour de 20-21 degrés C, l'autonomie de ces véhicules-là. Et la performance de recharge aussi, on l'a effleuré tantôt. Tu parlais là, de la recharge rapide. Évidemment, quand une batterie est froide, c'est toujours plus long à charger. Puis l'hiver, la vitesse de recharge est cop. Donc, il y a quand même... Il y a quand même rumeur qu'il pourrait y avoir une mise à jour logicielle qui permettrait pas un préchauffage, mais de préparer la batterie quand on va à une borne de recharge. Et évidemment, Tesla a ce principe-là. Ouais. Tu lui dis, je m'en vais à tel chargeur, il sait que tu vas être là dans tant de temps, puis il préchauffe ta batterie, il réchauffe ta batterie pour qu'elle soit à la bonne température quand tu te branches pour avoir le maximum de puissance. Techniquement, à partir du moment où on a un système pour conditionner la batterie comme ça, on pourrait le faire déclencher en fonction d'un paquet de paramètres, dont le positionnement du véhicule. Hey, il y a aussi le fait de s'adapter. Quand on est habitué, moi, avec une Bolt à moins 20, je charge à 19 kW, puis il n'y a rien à faire. Puis avec la Ioniq 5 à moins 20, j'ai pogné 130 kW. Ah oui? Oui, mais parce que je suis habitué avec les voitures électriques. Donc, j'ai planifié mon arrêt. J'ai pas fait mon arrêt au début, j'ai fait mon arrêt à la fin. J'étais arrivé à la borne, j'avais 17%. J'ai branché ça. Ça a commencé à 62 kW. À 40%, j'ai monté à 110. Puis à 77, j'étais encore à 130 kW. Ouais, c'est un très bon point que tu amènes. C'est-à-dire qu'une voiture électrique, sachant que ça se charge mieux quand la batterie est chaude, il faut toujours charger une fois que la batterie s'est réchauffée. Donc, si tu fais, 200 km, tu charges en arrivant après ton 200 km. Mais là, quand l'auto est encore chaude, tu ne te stationnes pas puis tu veux dire, moi, charger demain matin. Mais demain matin, l'auto va être froide, elle ne chargera pas vite. Tu es mieux de la charger là, elle va aller bien plus vite. Puis demain, tu repartiras, tu vas déjà être plein. Mais ça, quand on finit, qu'on attrape ces trucs-là au passage. Messieurs, le temps file, puis j'ai encore des questions que je veux vous poser. Le problème de préchauffage du véhicule, quand le véhicule est chargé à 100%, là, on lit ça partout. Là. C'est-à-dire que tu peux préchauffer ton véhicule, mais il semblerait que quand le véhicule a été chargé à 100%, le préchauffage ne marche pas. Est-ce que vous vivez ce problème-là, vous autres? Oui, non? Je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Moi aussi. Ça chauffe tellement rapidement que tu pars la voiture, tu pars avec, c'est chauffé. Moi, je suis dans un garage. J'ai hâte d'avoir un garage, moi aussi. moi, pas dans un garage, dehors. Mais le chauffage, parce qu'il y a deux, moi j'ai avec la thermopompe, mais il y a aussi un PTC dedans. Ouais. Donc il y a le chauffage électrique et le chauffage thermopompe. À moins 30, tu pars et ça chauffe tout de suite. Là. C'est vraiment pas long. C'est le plus puissant que j'ai eu. Là. C'est vrai, la Bolt, ça chauffe pas comparé à ça. Là. Et pourtant, une Bolt, ça chauffe bien. Pourtant, une Bolt, ça chauffe bien. Là. Donc, vous l'avez pas... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le problème, mais vous ne l'avez pas testé, donc vous ne pouvez pas l'avoir vu. L'autre truc, on l'a effleuré tantôt, tu en as parlé, toi, Franco, mais les autres, le fameux wiper gate, là, il n'y a pas de wiper en arrière. Êtes-vous en train de déchirer votre chemise ou donc vous vivez avec ça? Moi, puis je vous dis ça, moi, je ne l'ai pas expérimenté le problème, mais j'ai vu l'auto à Franco il y a quelques jours, puis je veux dire, la vitre était opaque. Non, il n'y avait plus rien. Reste que quand le soleil frappe en arrière, tu vois carrément rien. Là, c'est gossant. Là. Ah, quand la vitre est... Oui, non, je me sers toujours des miroirs, je sais, mais tu sais... Mais la caméra de recul aussi, elle vient aussi sale. C'est ça le plus gros problème, c'est que quand que ta vitre est carrément sale, plus la caméra, mais là, ça devient un petit peu difficile. Fait que là, il faut que je sorte, là, je vais nettoyer la caméra. Ça aurait été utile. Je vais être capable de reculer après. Là, ça aurait été utile une petite porte là, que la caméra elle sort, là, comme les Mercedes. Pas nécessaire, mais juste qu'elle soit cachée. Là, le meilleur système, c'est celui de la Bolt, là, avec le petit jet de la vitre, la laver, ça vient propre tout de suite. Mais oui. Mais par contre, je dois dire que dans la Ioniq 5, c'est la première fois que je vois ça sur une voiture. En tout cas, dans toutes les voitures que j'ai eues, là, les vitres de côté restent propres, les miroirs restent propres. Ouais.
peu importe les conditions routières. Ouais, la Bolt, il fallait laver les C'est une vitres de question côté pour voir ses d'aérodynamique. côtés. Ouais. Je trouve ça vraiment pire de ne pas voir ses côtés que de voir que de bien... L'aérodynamisme, probablement, du véhicule Oui, qui fait en empêche... sorte que les vitres restent propres. Expérience d'achat. Puis je le sais que la plupart du monde, il y a Franco qui a été chanceux, là, il a signifié son intérêt, puis une couple de semaines après, il avait le char déjà, là, mais la plupart... Là, je ne parle pas des délais. Hein, les délais, là, ça n'a rien à voir avec les concessionnaires. Il y a des délais. Mais votre expérience d'achat, c'est-à-dire avec Hyundai, est-ce que ça a bien été? Vous avez été bien servi? Est-ce que les gens où vous avez magasiné votre auto avaient vous aviez moindrement l'impression qu'ils savaient de quoi ils parlaient, ou comme c'est trop souvent le cas, vous en saviez plus sur le véhicule que le vendeur qui vous l'a vendu? C'était le cas, moi. Heureusement, C'était le cas, l'Europe a eu les voitures avant nous, puis il y avait plein de vidéos sur YouTube pour nous expliquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, une chance que j'avais un bon ami qui était capable de m'expliquer c'était quoi les Ioniq 5, parce que le vendeur, il connaissait les specs de base dans son livre, mais c'est tout. Là, mais sinon, le service que j'ai eu était impeccable chez Hyundai, puis je suis très satisfait jusqu'à date. Moi, c'est plus une question, c'était mon premier véhicule électrique. J'aurais aimé ça qu'un mécanicien ou quoi que ce soit dédié uniquement pour « OK, c'est ton premier véhicule, on va prendre 1 heure. On va t'expliquer les spécifications. Ça, j'aurais aimé. Global. Ouais. Puis les particularités d'une voiture électrique, c'est ça. Exactement, parce que moi, c'est comme... Oui, j'ai regardé les vidéos, mais les vidéos sont en Europe. Ouais. La majorité des vidéos pertinentes sont en France ou en Corée. Puis, en Corée, il n'y a pas de neige. Ben, en fait, un point qui aurait été intéressant de voir avec le vendeur, si on avait pu avoir ça, c'est le fait qu'il nous explique le tableau de bord puis dire, bon, ben, telle fonction fait telle affaire. Là, je réussis à m'apprendre avec toi, tu sais, mais ça aurait été le fun que, tu sais, au départ, il dit, hey, assis-toi avec moi, là, je vais prendre 1 heure ou une demi-heure, puis je vais tout t'expliquer les options dans la voiture. C'est là que que ce soit le programme de jumelage de l'AVEC ou ces trucs-là sont intéressants parce que tu t'assois dans l'auto avec pas un vendeur, mais quelqu'un qui l'a depuis plusieurs mois ou années, qui va prendre le temps de t'expliquer les affaires. Puis lui, souvent, c'est des fonctionnalités pas cachées, là, mais que, genre, faut que tu ailles jouer avec un peu pour le trouver, tu sais. Ouais, comme on parlait du bouton tantôt. Puis, tu sais, c'est le genre de truc, c'est l'expérience qu'ils te donnent. Puis des bons vendeurs, il y en a. Puis quand ça va faire 1 an, 2 ans qu'ils vendent ce modèle-là, ils vont le connaître un peu plus. Mais là, c'est pas tous souvent, c'est des vendeurs, c'est pas des tripeux de chars électriques, là. Quand on pogne un vendeur qui est tripeux de chars électriques, souvent, il a regardé les mêmes vidéos que vous autres avant. Fait qu'il est prêt un peu. Messieurs, on est déjà rendu à la fin, mais avant de se quitter, je vais faire un tour de table. Chacun, donnez-moi un point fort et un point faible du véhicule. Franco. Un point fort, je pense que le côté confortable, là, pour moi, là, je trouve ça sensationnel. Je me sens comme un pacha là-dedans. J'ai de l'espace, je peux faire ce que je veux. C'est fantastique. Le point faible, ça revient encore, comme je te disais tantôt, moi, je pogne les nerfs avec les foutus wipers. Il va falloir que je fasse de quoi. Mais sinon, en part ça, l'auto est génial. Là, pour moi, elle est faite pour moi. Là. Je suis vraiment heureux avec cette voiture-là. Ouais. Denis? Pour moi, le point fort, c'est la tenue de route et la performance. Puis, pour le point faible, en fait, j'en ai quelques-uns que j'ai découverts, comme le fait qu'en dessous du hood, ça se remplit de neige quand une tempête de neige qu'on fait de la route, là, ça se remplit de beaucoup de neige en dessous du hood. Ça, j'avais pas vu ça bien souvent. Puis aussi, le fait que je me suis rendu compte que la tôle est pas mal mince dessus. Là, je veux dire, ça prend pas grand-chose pour le bosser, pour vrai. Ouais, le point fort, l'autonomie. Certainement l'autonomie. C'est le fun d'avoir un 100 km de plus par rapport à la Bolt. Ça change beaucoup. Le point faible, moi, ça serait le cruise control. Quand tu as de la glace en avant, ils appellent ça le HDA, désactive, et tu n'as plus de cruise control. Tout ce qui te reste, c'est un limitateur de vitesse. Parfois, quand tu reviens, comme hier, il y avait du verglas quand je suis monté à Montréal, puis quand je suis redescendu, il n'y en avait plus. Tout était bien déneigé, mais je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'avais de la glace sur mon pare-choc en avant. Et ça me tanne un peu. Ça, c'est le point négatif. Toi, Edric? Comprendre le préchauffage. mais là, ça, c'est pas un défaut de l'auto, c'est peut-être un défaut du vendeur qui n'a pas pris le temps de t'expliquer comment ça. Mais à part de ça, je vois pas grand défaut à part de quand la neige est épaisse sur la route. T'as de l'air d'un chevreuil en face d'un phare. Puis, côté positif, un point fort de l'auto?
je dormirais dedans, mais ma femme serait fâchée. On oublie ça. Mon Dieu. Le confort, c'est une... Puis ce qui est particulier, puis on est conscient de tout le monde qu'on fait l'entrevue l'hiver, là, mais cette auto-là, quand on regarde c'est quoi son point fort, tout le monde parle de la puissance de recharge du véhicule et personne n'en a parlé, mais en fait, on a dit que c'est normal, c'est l'hiver, on ne peut pas aller chercher cette puissance-là, mais je serais curieux qu'on se reparle tous cet été. Pas une partie de cet été? Ouais, puis que là, quand vous allez voir les autos qui vont passer 1h30 en borne de recharge pour aller se donner 200 km, puis que vous allez vous donner, dans moins longtemps que ça, vous allez vous remettre 450 km d'autonomie dedans, vous allez probablement voir ça comme un très gros point fort. Messieurs, donc, Franco, Denis, Édric et Rémi, merci beaucoup pour votre présence en studio, puis on se reparle pour la partie 2 cet été. Yes, sir. Yes, sir. On embarque. Salut, là. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Tesla est une présentation de la boutique Réserve Bière et Saveurs, la référence en bière, cidre et vin. La boutique Réserve, 1001 rue Patrick Farrar à Chambly. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. La Gigafactory de Berlin va finalement pouvoir ouvrir ses portes d'ici 2 semaines, car en effet, le permis final a été accordé par les autorités allemandes suite à une tonne en fait de recommandations, de modifications, d'audiences, de réglementations. Il faut savoir que la Gigafactory de Berlin était prête depuis le mois d'octobre, prête à produire depuis le mois d'octobre. D'ailleurs, elle a produit des véhicules, des modèles Y essentiellement, mais aucun de ces modèles produits avant l'approbation finale ne pourront être vendus. Donc c'est une bonne nouvelle pour Tesla qui va pouvoir enfin produire massivement la modèle Y tant attendue en Europe avec une marge de profit plus élevée que celle qu'il importait auparavant de Chine, et puis également une possibilité en fait d'inonder beaucoup plus le marché puisque la production de la Giga Berlin va permettre à terme d'atteindre probablement plus d'1 million de véhicules par année. Le FSD Beta est enfin arrivé au Canada. On l'attendait depuis longtemps. Le 26 février, ce sont 60 utilisateurs qui peuvent l'utiliser avec un score de sécurité de 100%. Alors, la version installée doit être de la 2022.4.5.4 et évidemment, vous devez être abonné à l'abonnement FSD ou acheter le FSD complet. La version en fait 10.12 sera disponible à partir du 11 mars au Canada. Donc, ceux qui veulent l'essayer, eh bien, il faut remplir toutes ces conditions, donc avoir un score de sécurité de 100%, ça veut dire conduire comme une grand-mère finalement, et puis avoir la bonne version installée sur votre véhicule en plus de l'abonnement.
Alors beaucoup se demandent qu'est-ce qui va se passer sur nos routes enneigées avec des conditions minimales de conduite, comment le FSD va réagir dans toutes ces conditions-là. Pas encore suffisamment d'utilisateurs pour avoir des retours consistants par rapport à ça, mais on imagine bien les difficultés que va rencontrer ce programme au sein du réseau routier canadien en fait en cette fin d'hiver. Donc on va rester en contact avec ces personnes-là et je vous invite, si vous avez des expériences, à venir les partager sur le groupe Facebook Tout Tesla ou Model 3 en français. Alors, n'hésitez pas à venir si vous désirez raconter et partager vos expériences. Du côté de la France, on remarque qu'actuellement, il y a 1 an d'attente pour avoir une Model 3, à part le modèle performance. Donc, on imagine qu'il y a une très forte demande actuelle qui ne sera probablement pas atténuée avec ce que nous vivons actuellement comme situation. L'augmentation du prix de l'essence va probablement pousser les Européens qui sont particulièrement affectés par le cours du baril à acheter des véhicules électriques. Donc, les Model 3 sont, semble-t-il, en énorme demande actuellement en France. Alors une statistique, on apprend que Tesla, le fabricant automobile qui a eu le moins de rappels, est aussi celui qui effectue le plus grand nombre de rappels à distance. Rappelons que la plupart des autres fabricants automobiles, y compris de voitures électriques, sont encore à l'heure actuelle incapables d'effectuer des mises à jour à distance ou partiellement, mais évidemment pas au niveau technologique de Tesla, ce qui requiert des visites chez le concessionnaire et puis évidemment du temps perdu pour tout le monde. Encore un nouveau design pour la Model S, la Play des Refresh, avec une mise à jour en fait essentiellement en fait de l'arrière du véhicule, des lumières, un nouveau design donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a été stylisé, qui se rapproche plus de celui qu'on retrouve sur la Model Y et la Model 3. Côté batterie, maintenant, on apprend que 1 million de cellules ont été fabriquées à Fremont, des cellules de type 4680, donc les nouvelles cellules qui vont équiper la Model Y essentiellement et le pack structurel. Alors 1 million de cellules, ça fait pas beaucoup de voitures, ça fait à peu plus de 1000 modèles Y, mais c'est quand même significatif et ça permet de s'imaginer que la production est fonctionnelle, ça marche, ça va se poursuivre à plus grande échelle, que ce soit à Fremont ou à la Gigafactory de Austin. Également, concernant les batteries, la crise actuelle amène une augmentation de 80% du prix du nickel. Alors le nickel, ça équipe tous les types de batteries sauf les LFP, donc lithium phosphate fer, et comme je l'ai dit précédemment, les batteries LFP sont essentiellement utilisées dans les véhicules Tesla. Tesla a depuis plusieurs années travaillé sur cette chimie-là afin justement d'éviter des matériaux chers, des matières premières chères et plus rares, dont le nickel en faisait partie, ce qui donne un net avantage à Tesla dans la course en fait à la fabrication des cellules. Et puis il faut également savoir que les autres fabricants de véhicules automobiles n'ont pas recours encore à la LFP pour des raisons très simples. C'est que la LFP a une densité énergétique plus faible que la batterie au nickel et donc il faut avoir un véhicule beaucoup plus optimisé pour pouvoir avoir des performances suffisamment intéressantes pour un marché actuel avec 400 km d'autonomie par exemple. Donc il faut avoir géré son optimisation du moteur, du système de gestion thermique, etc. Ce que Tesla a travaillé depuis pas mal d'années maintenant. Depuis quelques mois, Tesla avait ouvert un projet pilote dans 3 pays, dont les Pays-Bas. Ce projet pilote visait à permettre à tous les véhicules électriques de se recharger sur le réseau de superchargeurs de Tesla. Alors maintenant, c'est accessible à toutes les marques de véhicules électriques dans l'ensemble du réseau de superchargeurs aux Pays-Bas. Donc, tous les superchargeurs des Pays-Bas permettent maintenant un accès à tous les véhicules électriques, y compris non Tesla, ce qui est un pas en avant vers ce déploiement qui va probablement toucher tous les pays d'Europe assez rapidement. Et je le rappelle, c'est beaucoup plus facile en Europe qu'ici parce qu'en Europe, chaque stall de superchargeur est équipé de 2 connecteurs, dont un est un connecteur standard qu'on retrouve sur tous les véhicules électriques du marché. Californie, on a appris que le plus gros marché automobile des États-Unis voyait la Model Y rattraper la Toyota Camry qui coûte la moitié du prix. Donc les ventes de Model Y sont en train de prendre la première place sur le plus gros marché automobile des États-Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique dans laquelle nous allons aborder toute l'actualité qui concerne Tesla. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur le groupe Facebook Tout Tesla ou alors sur Twitter Tout Tesla. À bientôt.
Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Plusieurs kiosques virtuels avec, donc on peut s'inscrire en ligne sur le site de l'AVEC dans la section là, du calendrier. Il y en aura le mardi le 12 avril, c'est à 19h. Il y en aura un autre le mercredi 20 avril. Un autre jeudi le 28 avril et finalement un autre mercredi le 25 mai, toujours à 19h. Il y aura également une conférence virtuelle « La voiture électrique, est-ce pour vous ?» Cette conférence aura lieu le jeudi 24 mars à 19h. C'est à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Également, conférence La voiture électrique, un survol électrisant. C'est une conférence qui sera donnée à La Tuque, au 575 rue Saint-Eugène. C'est le 20 avril à 19h. Voici qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités, c'est-à-dire Franco Huard, Denis Dupont, Édric Pierre-Louis, Rémi Bellemare, Laurent Gigon ainsi que Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Philippe Calvé, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro-Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Cubex Équipement, la boutique réserve Bière et Saveurs, Boco Éco, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour avoir l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.